Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à l'urbanisation sur le continent africain. Le dossier du jour s'intéressera à l'accroissement démographique et à l'aménagement urbain. Au sommaire également de cette émission, le coup d'État au Burundi est bel et bien un échec. Le président Pierre Nkurunziza est de nouveau au Burundi et la situation sur place reste cependant très confuse. Et puis les rebelles du Nord Mali ont paraphé les accords d'Alger mais exigent de nouvelles conditions avant toute signature définitive, puisque nous vous le rappelons, la cérémonie officielle de signature avec le pouvoir malien a lieu ce vendredi à Bamako, la capitale malienne. Et en troisième partie, focus sur le G5 Sahel qui a tenu une réunion ce jeudi pour que les pays membres coordonnent leurs actions de lutte contre le terrorisme. Et puis focus également sur la raffinerie de Djarmaya au Tchad. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission sur ce plateau pour en parler. Notre invité, Mohamed Ly, président du Cercle de réflexion IPOD. Monsieur Ly, bienvenue. Merci Amira. Et bien évidemment, nos éditorialistes, Samuel Gembok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et Gracien Roukindikiza. Gracien, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Coup d'État avorté et échoué au Burundi. Le chef des putschistes, le général Godefroy Niyombare, a annoncé ce vendredi matin la reddition de sa troupe. Plusieurs responsables du groupe ont d'ailleurs été arrêtés par les forces restées loyales au président. Mais la situation reste toujours très confuse sur place. On fait le point tout de suite avec ce sujet d'Amina Tadiak. Échec de la tentative de coup d'État au Burundi après 2 jours de confusion et d'intenses affrontements entre soldats loyalistes et putschistes dans la capitale Bujumbura. Ce vendredi 15 mai, les militaires menés par le général Godefroy Niyombare ont annoncé leur reddition. Plusieurs responsables de la rébellion ont été arrêtés et selon certaines sources, l'ancien chef des renseignements burundais serait en fuite. Un scénario qui, selon certains observateurs, conforte la position du président Pierre Nkurunziza. L'échec de la tentative de coup d'État renforce le président Nkurunziza. D'abord sur le plan militaire, il a bien compris que beaucoup de camps militaires n'ont pas suivi les putschistes et donc qui le suivent. Donc il a pu tester la loyauté de ces unités. Nkurunziza a été reconnu par la communauté internationale comme étant encore le président du Burundi. Oui, bien sûr, parce que constitutionnellement, il est toujours le président du Burundi jusqu'à la fin de son mandat. Alors la question du 3e mandat pose un souci parce que déjà même au sommet de l'East Africa Community, ils n'ont pas eu le temps de débattre de cette question parce qu'il y a eu le coup d'État au Burundi. Pour sa part, l'opposition appelle au respect des accords d'Arusha et de la Constitution. Elle promet également de continuer les manifestations si le chef de l'État sortant maintient sa candidature à un 3e mandat. Les Burundais aujourd'hui savent très bien, d'ailleurs même la communauté internationale, qu'il y a un problème au Burundi, un problème épineux. Alors le problème épineux, c'est effectivement le 3e mandat du président Nkurunziza et surtout que la communauté internationale, le clergé burundais, mais aussi nous qui avons organisé les manifestations contre ce 3e mandat, on se retrouve sur un seul point crucial. On ne peut pas piétiner les accords d'Arusha. La violation des accords d'Arusha, la violation de la Constitution, ça voudrait dire que l'on ouvre une porte à tous les malheurs pour ce pays. En ce qui nous concerne, nous allons aussi continuer ces manifestations en disant non au 3e mandat de président Nkurunziza. Selon la présidence burundaise, le président Pierre Nkurunziza serait de retour sur le territoire. Même si la situation est maîtrisée pour le moment, la crise politique demeure dans l'impasse. Alors Gracien, le président Pierre Nkurunziza est donc de retour au Burundi. Il a d'ailleurs fait un discours à la télévision nationale et à la radio. Vous l'avez écouté. Qu'est-ce qu'il dit dans ce discours concrètement? J'ai écouté un petit bout. Le président, en fait, il dit que les putschistes, c'était des gens qui sont contre la démocratie, des fauteurs de troubles, et que tout va continuer comme d'habitude. Donc, il ne change en rien compte tenu de ces événements. Donc, il ne faut pas espérer qu'il y ait un changement. Il va continuer. Il va maintenir. Il va maintenir pour briguer le 3e mandat, surtout que là, il est réconforté de l'échec du coup d'État. Juste, si vous permettez, pour éclairer l'opinion, donc pour savoir, en fait, pourquoi un coup d'État comme ça échoue et comment ces coups d'État se faisaient au Burundi. Parce que c'est un 5e coup d'État au Burundi, je dirais. C'est un coup d'État, en fait, qui avait
plus ou moins réussi, parce qu'il s'est passé au moins une journée sans qu'il soit délogé, c'est que les coups d'État au Burundi se font toujours pacifiquement, ce qui est étonnant. C'est la première fois dans l'histoire du Burundi qu'il y ait 3 militaires qui soient tués lors des coups d'État, malgré qu'il y a eu 5 coups d'État au Burundi. C'est-à-dire qu'il y a une unité, un officier qui prépare, qui a une unité, 2-3 unités, et compte tenu de la situation du pays qui s'empire, les autres camps suivent. Des fois, il y a des tentatives qui ont avorté parce que les autres camps n'ont pas suivi, parce que le mot d'ordre n'était pas assez consistant. Et donc, pour le général Godefroid Niyombare, il s'est dit que les autres vont suivre, mais finalement, les autres n'ont pas suivi. Et aussi, le contexte des militaires burundais, c'est que l'armée burundaise, avec environ 20 000 militaires, on a 5 430 en Somalie, dans la mission de la MISOM, on a environ 1000 en République centrafricaine, il reste avec quelques autres qu'on trouve à gauche, à droite, et on a pratiquement 8000 militaires qui sont à l'étranger, et sur cette armée, il y a le président Nkurunziza qui a environ 3-4 000 dans sa garde, la garde présidentielle, et il y a certains qui sont des cuisiniers, d'autres métiers, des médecins qui ne sont pas opérationnels. Environ, on peut dire qu'il y a 14 000 opérationnels. Si on retire les 8 000 à l'étranger et les 4 000 du président Nkurunziza, donc on retrouve avec peu de militaires qui sont disséminés partout. Donc, le général Niyombare ne pouvait pas faire un coup d'État sans avoir la complicité dans la garde présidentielle. Donc, voilà son échec. Il s'est précipité, donc ce n'était pas bien organisé. Alors, Monsieur Ly, on est en droit de craindre de nouveaux débordements au Burundi. Bien sûr. J'en appelle d'abord à la retenue, parce qu'après des coups d'État, souvent des présidents légitimement, parce que qui dit coup d'État dit délogement d'un pouvoir et même des fois perte de vie. La société civile a été très claire au Burundi pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce coup d'État-là. Il faut que l'homme fort du pays l'entende et qu'il y ait beaucoup de retenue par rapport à la société civile et par rapport aux populations pour les manifestations, parce que clairement, la population et la société civile burundaise continuer à faire de nouvelles manifestations dans ce sens-là, contre le 3e mandat, qui est un autre sujet. Et par rapport à ça, c'est que l'opinion internationale, les autorités des grands ensembles internationaux devraient faire, c'est quand même de savoir retenir la force légale au Burundi pour qu'on ne soit pas des témoins quand même d'hécatombes et autres. Bon, je ne rentrerai pas dans des analyses pour dire pourquoi ce coup d'État n'a pas marché. Les démocrates sont contre les coups d'État, mais ils sont aussi pour le respect des constitutions, et ça c'est un autre sujet. Je pense que toute l'Afrique doit s'y mettre aujourd'hui au niveau de l'Union africaine pour raisonner ce pouvoir en place, à savoir que c'est pas parce qu'on est au pouvoir et qu'on a les moyens de se perpétuer, c'est l'une des plus grandes gangrènes de notre continent, et donc raisonner cette classe politique à ne pas faire un coup de force constitutionnel au Burundi. Alors, Samuel, on peut faire 2 lectures de ce coup d'État avorté. Certains vont dire que, puisqu'il a échoué, ça conforte un peu la position du président Pierre Nkurunziza, mais on peut faire une autre lecture. Le président ne perd pas un peu de légitimité, justement, en ayant fui le pays pendant une journée ? Oui, les 2 lectures sont valables. Encore faut-il que les choses se précisent dans les jours et les semaines à venir. Effectivement, le président Pierre Nkurunziza peut sortir grandi sur le plan du contrôle et de la maîtrise des populations et de l'armée. Il peut aussi bénéficier de ce soutien de l'armée pour maintenir, comme il le fait savoir, maintenir sa candidature à l'élection présidentielle. Mais tout n'est pas fini. L'autre lecture, c'est que la société civile qui continue de se mobiliser contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza ne va pas lâcher prise. Et donc, c'est à ce niveau-là que tout va se jouer. Je pense que les anciens présidents burundais ont envoyé une lettre à la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour que ceux-ci puissent mener Pierre Nkurunziza à reconnaître que les accords d'Arusha interdisent au président d'être élu pour un 3e mandat. Et je pense que c'est une parole et c'est un discours qui n'est pas rentré dans les oreilles du sourd. Et donc je pense que certainement il reviendra peut-être sur ses pas. Gratien, vous vouliez intervenir rapidement? Non, juste pour préciser, j'ai parlé de coup d'État pacifique, il faut dire que j'ai parlé entre militaires, qu'il n'y ait pas de mort entre militaires. Mais sinon, il y a, en 93, c'était un coup d'État sanglant parce que le président Dadaye et quelques ministres ont été tués. Donc c'est, je dis, les morts entre les militaires. Entre militaires, oui, pas civils. Ouais.
La coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, qui regroupe les principaux mouvements armés du nord du Mali, a finalement paraphé le projet d'accord de paix intermalien. C'était ce jeudi 14 mai, mais avant toute signature définitive, puisque la cérémonie officielle doit avoir lieu ce vendredi à Bamako, la capitale malienne. La CMA exige de nouvelles discussions. On peut clairement dire que les pourparlers d'Alger piétinent. On fait le point avec Aminata Diak. C'est un acte important vers la paix au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé ce jeudi 14 mai l'accord de paix intermalien à Alger en Algérie. Un préaccord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés, mais des mouvements, notamment le mouvement de l'Azawad, avaient refusé de le signer. La signature de l'accord de paix à Alger est un acte encourageant. Je pense que la nouvelle du document par nos frères et sœurs de la coordination des mouvements armés de l'Azawad augure des perspectives heureuses. Ça veut dire que nos frères et sœurs de la coordination des mouvements de l'Azawad veulent aller vers la paix. Et nous estimons qu'il faut maintenant les mettre en confiance pour que de ce paraphe aille résolument vers la signature de l'accord. Combat pour lequel nous, notre association qui est créée en 2002, est en train de mener par rapport au retour de tous les fils du pays, de tous les enfants du pays au sein de la République, une et indivisible. Au sein de la République, ça veut dire quoi? République res publica, ça veut dire qu'au sein de l'état de droit, un état de droit que nous devons reconstruire, que nous devons consolider, que nous devons fortifier après la signature de cet accord fortement attendu pour le 15 mai. Toutefois, un autre rendez-vous important attend l'ensemble des acteurs du conflit. En effet, ce 15 mai à Bamako, les négociations doivent aboutir à la signature d'un accord définitif pour le retour de la paix dans le nord Mali. J'ajouterais, nous avons déjà annoncé la couleur. Nous avons dit paraffer et signer c'est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Et je pense que le plus dur est à venir. Et pour que nous puissions ensemble surmonter, n'est-ce pas, ces difficultés et avoir en tout cas un lendemain lumineux pour notre pays, pour notre sous-région qu'elle fait, et retourner également à la communauté internationale, la confiance que cette communauté internationale a placée en notre pays, il faut que tous les fils du pays signent cet accord. Le texte qui doit être signé ce vendredi 15 mai prévoit entre autres la création d'assemblées régionales. Il ne prévoit pas, comme le souhaite Bamako, ni autonomie ni fédéralisme. Alors, Monsieur Ly, la situation est très confuse au Mali. On a les CMA qui a donc paraphé le projet d'accord, mais qui refuse de signer officiellement cet accord d'Alger. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il donne un gage d'un bon esprit, un gage des gens qui veulent collaborer. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses. Oui, ils font ça parce qu'ils se donnent encore une marge de manœuvre pour négocier. Et pour eux, la violation des cessez-le-feu mérite qu'ils s'arrêtent à paraffer si jamais leurs conditions ne sont pas entendues. Mais au-delà de ça, et au Mali très précisément, ce qu'il faut souhaiter est les points sur lesquels il faut qu'ils s'attellent le plus rapidement possible, c'est-à-dire le déclin de l'État malien est une réalité. Et aujourd'hui, les Maliens n'ont pas encore repris donc la mise en marche d'un État fort chez eux. Et sans un État fort, c'est-à-dire ce Mali un et indivisible, cette élite qu'on doit remettre à flot, une armée qui contrôle les frontières et une police qui contrôle aussi donc l'ordre à l'intérieur du Mali, ça ne va pas être facile. Mais si c'est l'Azawad qui parle à cause des forces sur place, 500 Sénégalais, des Burundais, des autres, et qui sont venus renforcer un État malien, parce qu'un jour ils le quitteront, si ce sont ces forces-là qui demandent à ce que les cessez-le-feu soient respectés pour qu'on puisse aller dans la paix et la stabilité, dans une vie institutionnelle et républicaine normale au Mali, je pense qu'ils peuvent être écoutés. D'un autre côté aussi, l'État malien qui aujourd'hui assure donc le côté régalien de la République malienne doit aussi avoir des exigences par rapport à ces gens-là. Et je pense que le seul point, d'ailleurs, qui a été évoqué au cours de votre reportage est le point le plus important, c'est-à-dire ne pas transiger sur l'unicité du territoire malien, et à son intérieur, les Maliens doivent travailler à la mise en place d'un État fort, parce que pour aller très vite, en Afrique, on a des problèmes là où les États ont été soit corrompus ou faibles ou infiltrés. Et donc c'est une exigence aujourd'hui sur le continent d'avoir des États forts qui puissent faire face à des groupes comme le Boko Haram,
un peu plus au sud, où aussi l'Azawad et les autres bandes armées. Voilà. Alors, Samuel, on a d'un côté le pouvoir malien qui ne veut pas faire de concessions, de l'autre côté la CMA non plus, qui ne veut pas en faire. La situation est bloquée. Comment parvenir aujourd'hui à une sortie de crise dans le nord du pays? Je crois que la situation est extrêmement complexe. Chacune des parties reste campée sur ses positions. Alors Samuel, je vous coupe. On vient de nous dire que l'accord vient d'être signé. Donc pas par la CMA, mais en tout cas, ça y est, la cérémonie officielle a été ouverte et le pouvoir malien ainsi que les autres rebelles ont signé l'accord. Oui, donc même si l'accord est signé, je pense quand même que la réticence qui a été observée du point de vue de la CMA montre très bien qu'il y a une chose, et d'ailleurs le reportage l'a clairement précisé, il y a une chose de paraffer, de signer, mais aussi de respecter les accords. Sur le continent, on a vu que des accords de paix ont été signés, mais le respect de ces derniers n'a pas été de mise. Et donc là aussi, il y a de sérieux problèmes. Le problème, effectivement, qui rend la situation complexe, c'est que les groupes rebelles du Nord voudraient quand même qu'il y ait une certaine autonomie. Maintenant, les termes de l'autonomie de la région restent à débattre. Ceux-ci voudraient qu'il y ait une assemblée dédiée au Nord, mais aussi une des principales revendications qui leur permettra d'avoir le contrôle sur le territoire, c'est que dans la composition de l'armée régulière, que la majorité du contingent ou de la région militaire qui sera consacrée au Nord soit issue de leur groupe armé, ce qui leur permettra d'avoir un contrôle territorial efficace et un poids politique conséquent sur les décisions qui arriveraient à être prises dans la région. Donc à ce niveau, le pouvoir de Bamako n'accepterait pas une telle exigence parce que ceci limiterait sa capacité, le pouvoir central, à contrôler l'intégrité territoriale. Et donc c'est à ce niveau-là que l'enjeu va être à clarifier. Alors Gratien, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, quelle valeur a un accord, on vient de le dire, qui vient d'être signé, alors que les principales parties prenantes à ce conflit, les mouvements de l'Azawad, de la CMA, ne l'ont pas signé? Bon, l'ont paraphé uniquement. Il y a une certaine valeur symbolique, au moins ces mouvements ont paraphé, il y a d'autres qui ont signé, donc on peut espérer que à force de convaincre qu'ils adhèrent à cet accord qui a été signé, parce que le problème entre les Maliens, c'est le problème de confiance. Confiance au niveau de la sécurité, confiance aussi au niveau du partage des ressources, du moment où ils ont confiance. On a signé, mais en même temps, il faut continuer les discussions parce qu'il y a la mise en application de cet accord qui pourra être un problème. Mais ça fait 3 ans de conflit, une année de discussion, ça fait quand même longtemps. Oui, les 3 ans même plus, parce que depuis qu'il y a un problème avec le Nord, il y a un grand problème. Vraiment, il faudrait qu'ils essaient de discuter, de savoir réellement qu'est-ce qui peut sécuriser les uns les autres. Je dis sécurité, purement sécurité, et sécurité aussi au niveau économique, parce qu'il ne faut pas que les gens se disent nous produisons et on n'a pas la plus-value de nos richesses. Il faut vraiment essayer de discuter, de savoir réellement sauver les problèmes qui s'opposent. Alors, Monsieur Ly, vraiment très rapidement. La seule chose qu'il faudra faire, c'est ce que propose l'Azawad, c'est-à-dire une armée qui ne soit pas républicaine. Des soldats du nord au nord, des soldats du sud au sud, pour aller très vite. On sait c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et l'État malien a bien raison d'appeler à une armée républicaine et pas une armée régionalisée ou fédéraliste au sein même du Mali. Et c'est la fin de cette première partie. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.